Voilà, et donc ici on va avoir l'axe réflexe qu'on a vu très vite fait la fois dernière. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'effectivement on va avoir un récepteur. Ce récepteur va envoyer un influx nerveux ici au niveau de la matière grise. Vous voyez bien qu'on est dans cette sorte de papillon qui est le centre de la moelle épinière, matière grise. Ici c'est bien la matière blanche. Et donc on va avoir un signal qui va remonter. Ici au niveau des ganglions, on a effectivement les corps cellulaires. Et d'ailleurs ça c'est important de le voir. Donc la partie ici du nerf qui vient au niveau de la moelle épinière, qui sort ici et qui rentre au niveau de la moelle épinière. La partie porteuse du ganglion, ce sera toujours le neurone sensitif. C'est les neurones sensitifs qui ont leur corps cellulaire qui se situe juste avant d'entrer. Pour les neurones moteurs, le corps cellulaire il se situe dans la matière grise. Donc c'est toujours facile à reconnaître lorsque vous voyez la moelle de voir que c'est cette partie-ci qui va être la partie sensitive. Ça vous permet de trouver laquelle est dorsale et laquelle est ventrale. On a vu que le sensitif était au niveau dorsal et le moteur au niveau antérieur, postérieur antérieur. Dans l'axe réflexe, donc qu'est-ce qui va se passer? L'arc réflexe, pardon, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir tout simplement un signal qui va arriver. Et ici, on a ces fameux neurones d'association qui ont différents rôles. Soit ils vont permettre de remonter l'information. Donc, soit on va avoir un neurone qui va tout simplement remonter vers le système nerveux central, donc vers le reste du système nerveux central, c'est-à-dire vers le cerveau ou le cervelet. Donc, un neurone sensitif. Ou dans d'autres cas, c'est un neurone qui va juste monter jusqu'à un stade d'information supérieur. Et donc, vous verrez dans votre page 94 qu'on voit d'ailleurs qu'on va avoir deux neurones. Les neurones commissuraux et les neurones cordonaux, qu'on appelle aussi funiculaires. Les neurones funiculaires ou cordonaux, en fait, c'est eux qui vont tout simplement remonter l'information d'un étage. Et les neurones commissuraux, eux, vont faire passer une information d'un côté vers le côté opposé. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui passe au niveau de la jambe gauche, eh bien on peut avoir une réaction au niveau de la jambe droite. Donc ça permet aussi la coordination des mouvements, mais donc on va avoir aussi d'autres neurones d'association qui ont pour seul but, eux, de connecter la partie sensitive à ici la partie motrice. Vous voyez qu'ils prennent leur source ici à l'extérieur de cette corne, et ici aussi, ils arrivent à l'extérieur de la corne. On a bien dit que la partie externe, ici, c'était du sensitif externe, alors qu'ici, c'était le sensitif des viscères qui arrivait ici. Et qu'ici, on avait bien le moteur externe, alors qu'au centre, on a le moteur des viscères. Donc ici, la particularité, c'est qu'on va avoir le corps cellulaire d'un muscle, en l'occurrence ici. Là, on voit une sensation au niveau de la peau, donc on imagine que c'est le muscle, par exemple, du doigt ou de la main. Eh ben, on va avoir une réponse ici qui va partir au niveau moteur. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pour une réaction plus rapide, il n'y a pas besoin que l'information remonte au niveau du cerveau pour prendre une décision. La décision, elle est immédiate. Il y a une douleur, tac, directement, il y a contraction du muscle et donc retrait de la main. Et donc ici on est dans un arc qui ne passe pas par le cerveau, donc la phase d'intégration a lieu immédiatement et elle se passe ici si vous voulez, elle n'est faite que par un seul neurone. Et donc on a du sensitif qui directement donne lieu à une réaction motrice, afférent, efférent. Voilà pour l'arc réflexe. Ici on vous donne un exemple. À nouveau, en vous disant, ici, le centre nerveux, c'est la moelle épinière et ça n'est plus le cerveau qui va prendre la décision. Ça, c'est pour l'arc réflexe. Je vous conseille de regarder cette vidéo chez vous. Ça vous permettra aussi d'avoir des informations complémentaires. Et donc, vous avez toutes ces données qui vont jusqu'à la page 94. Maintenant, on va commencer page 95, le système musculaire. Alors, le système musculaire, on va essayer de bien comprendre comment est-ce que ça marche. Et donc, on va déjà comprendre qu'il y a différents types de muscles. On a les muscles squelettiques, tous les muscles du volontaire, qui sont des muscles striés. Ils vont être longs, larges, courts ou ronds. Donc, ils peuvent avoir différentes caractéristiques. Les muscles viscéraux, par contre, c'est bien de l'involontaire. Vous ne décidez pas d'accélérer ou de ralentir votre cœur. Vous ne décidez pas de commencer votre digestion ou de l'arrêter. Et donc, ici, on est bien dans l'involontaire. Et ce sont principalement des muscles lisses, mais pas que.
Le cas particulier, c'est le cœur, qui lui est donc bien un muscle des viscères, vous ne le contrôlez pas, il fait partie de l'involontaire, et pourtant, il s'agit bien d'un muscle strié. Et donc, l'exception, c'est bien le cœur qui est strié, involontaire, et qui n'est pas squelettique. Donc, c'est le seul muscle qui est strié, mais qui n'est pas squelettique. Ok, et c'est le seul muscle strié qui est involontaire. Pour le reste, ici, on parle de muscles lisses, le tube digestif, les muscles respiratoires, et les muscles squelettiques, c'est biceps, triceps, quadriceps, ceux que vous connaissez. Donc ça, c'est un bon exemple des muscles striés. Le muscle strié, il est squelettique tout simplement parce qu'il va avoir des insertions au niveau du squelette. Okay, ils ont pour but de faire bouger des os au niveau des articulations. Et donc, ils vont être toujours connectés à deux os différents. C'est le principe du muscle. Hein. Il est attaché à deux os différents pour permettre le rapprochement ou l'éloignement de ces deux os. Hein. En tout cas, un mouvement de l'un par rapport à l'autre. Et donc, pour ça, il va rapprocher ou écarter certaines choses, certains éléments. Et donc, il doit être connecté à deux os différents. Hein. Il ne va pas faire plier votre os. Donc, il a deux insertions sur deux os différents. Comment est-ce que le muscle strié est composé? Alors ici, c'est une petite comparaison, puisqu'on aime bien les comparaisons, entre le système nerveux et le système musculaire. Et donc, on avait vu dans le système nerveux qu'on avait une sorte de grosse gaine électrique dans laquelle on allait avoir des plus petits câbles qui eux-mêmes sont composés de plus petits câbles. Et on avait vu qu'on allait donc avoir une première couche qui est l'épinerve, ok, qui entoure entièrement le nerf tel qu'on le voit, que dans cet épinerve, on a en fait plusieurs amas d'axones ici, et aussi le passage d'artères et de veines. Ensuite, on va avoir différents fascicules qui vont être eux-mêmes recouverts de périnerves. Donc le périnerve, c'est ce qui va entourer ces différents axones. Et puis ensuite, on va avoir les axones qui eux-mêmes sont entourés d'une endonerve. Et l'endonerve, c'est justement la couche de myéline, hein, c'est ce qu'on avait vu. Hein. Donc, on a trois niveaux de protection. L'épinerve, périnerve et endonerve. Ok ? Maintenant, si on regarde au niveau des muscles, en réalité, on va avoir le même genre de structure. C'est-à-dire qu'on va de nouveau avoir ici un tissu global de protection. Ici, des faisceaux, c'est plus fascicule, mais des faisceaux de fibres musculaires. Et puis ensuite, ici, justement, un myocyte, c'est-à-dire une fibre musculaire. Okay ? Ces différents éléments sont protégés par non plus l'épinerve, mais ici l'épimysium. Pour le muscle, c'est l'épimysium. Ensuite, on va avoir ici le périmysium. Et puis, ici, on va avoir l'endomysium. Donc, c'est la même chose. Épinerve, périnerve, endonerve. Et ici, on a épimysium, périmysium, endomysium. Ok ? Donc, vous comprenez la structure, et donc c'est tout simplement la racine des mots. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir pour la structuration des muscles. Et donc les muscles, effectivement, ils vont se structurer à peu près comme le nerf, mais de manière, c'est beaucoup plus grand, hein, beaucoup plus large un muscle. Mais donc on va aussi avoir des petites unités qui sont regroupées par plus grands groupes et qui ensuite sont entièrement recouvertes d'un élément et donc rassemblées sous un seul épimysium qui lui va reprendre tout ça et qui va donner du coup notre muscle en tant que tel, okay, celui qu'on va voir observable à l'œil nu. Hein. Et c'est ça qui donne sa structure striée en réalité. Donc ici, justement, donc c'est pour ça que là on parle des muscles squelettiques, hein, c'est la structure des muscles squelettiques. Et donc ici, si on continue, on peut regarder qu'on va prendre à la loupe, comme on fait à chaque fois, pour essayer de voir au plus près maintenant de quoi est composé ces différents myocytes, de quoi sont composés ces différents myocytes. Alors, on continue notre échelle en faisant un zoom ici sur une fibre musculaire. Ok ? Donc, un myocyte. On voit qu'une fibre musculaire est elle-même encore composée de plusieurs myofibrilles. Ok ? Donc, une fibre musculaire, hein, c'est bien une membrane plasmique. Donc, on parle à ce moment-là d'une cellule si vous voulez, mais on voit qu'on a quand même plusieurs noyaux, hein, parce que ce sont plusieurs cellules qui ont fusionné.
Ici, ce qu'on va avoir, ce sont justement des structures qu'on appelle les myofibrilles, hein, au sein de notre fibre musculaire. Et ces myofibrilles, c'est celles qu'on va voir ici en zoom. La myofibrille ici, on va voir de quoi est-ce qu'elle est composée. Et alors on voit des différences de couleur entre ici mauve clair et ici plutôt bordeaux. Eh bien, elles partent du principe qu'on a des structures différentes au sein de nos myofibrilles. Nos myofibrilles, elles vont avoir ces bandes sombres et ces bandes claires, okay, qui sont tout simplement liées à la composition des myofibrilles. Elles sont composées de myofilaments, de myosine, et des myofilaments d'actine. Et donc on verra qu'on aura myosine et actine, qui sont deux chaînes de fibres allongées qui vont quelque part s'emboîter, glisser les unes sur les autres pour former le muscle et donc pour permettre la contraction ou le relâchement du muscle. Ok? Donc ici, on voit les myocytes, hein, justement, un couple longitudinal de 2 cellules musculaires observées au microscope. Et on va voir justement ces bandes sombres et bandes claires. Hein. Vous voyez les bandes sombres et les bandes claires. Elles sont ici, bandes sombres, et ici, bandes claires. Et ce que vous voyez ici, hein, ces deux lignes-là, ce sont tout simplement les disques, les 2 disques qui vont justement se rapprocher et agrandir la taille de cette bande sombre. Hein. Tout simplement parce que ça va avancer, ça va avancer, et donc cette partie où on a actine et myosine superposées va s'élargir. On va voir ça juste après. Donc si on regarde justement ces myofibrilles, donc à chaque fois on fait un zoom, hein, on va de plus en plus en détail, et donc ici on va avoir ces différentes justement bandes, hein. On a vu ici les lignes Z, les fameuses lignes Z. On va avoir ce qu'on appelle les lignes M qui sont ici. Les lignes M en réalité c'est cette partie-ci, ok. Cette partie ici, tout ce qui est en mauve ici, c'est la myosine. Et donc la ligne M c'est la zone d'accroche de la myosine, ok. La ligne Z ici c'est la zone d'accroche de l'actine. C'est comme si on faisait un tricot, si vous voulez, et qu'on accrochait les fibres au même endroit. Donc ici, tout le long de cette bande-ci, on a tous les filaments d'actine, et ici, tous les filaments de myosine qui sont accrochés. Et donc, ils vont de part et d'autre de cette ligne d'accroche, de cette ligne M. On a la même chose ici, et ça part de part et d'autre de cette ligne Z. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, on va voir que cette partie-ci, c'est bien la bande sombre, hein, l'endroit où on va avoir myosine et actine. Et ici, ce sont bien les bandes claires. Hein, tout ça, c'est la bande claire. C'est surtout celle-ci, la bande claire, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir ces éléments en rouge ici qui vont avancer en glissant sur ce filament d'actine. Tout simplement parce qu'on va voir de myosine, pardon. Ce filament de myosine ici va utiliser cette sorte de tête ici, hein, pour aller s'accrocher, tirer. S'accrocher, tirer. C'est un peu comme fonctionne un rameur, tout simplement. Et donc ici, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de... Alors ça a changé ici, donc ce qui va m'intéresser, c'est de bien comprendre effectivement ce qu'on va analyser. On va analyser d'une ligne Z à une ligne Z. Donc ici, d'une ligne d'accroche de l'actine à l'autre ligne d'accroche de l'actine, hein, comprenant donc une fibre complète de myosine, hein, qui part fixée ici, qui va de gauche à droite. Et c'est ça qu'on va appeler le sarcomère, ok. Et le sarcomère, justement, ça va être l'approche de ces 2 lignes Z. Hein. Quand ces 2 lignes Z avancent comme ceci, et que donc du coup cette zone sombre s'élargit, hein, puisqu'il y a de plus en plus de recouvrement des deux, hein, actine et myosine, plus ça se rapproche, plus la zone sombre va s'agrandir. Ici, c'est cette partie-ci qui va être principalement la zone sombre, et donc cette zone H, en l'occurrence ici, va rétrécir. Okay, elle rétrécit puisque l'actine avance. Donc l'idée c'est qu'on va regarder ce qu'est un sarcomère, et donc la contraction d'un sarcomère, c'est bien le rapprochement ici de ce disque Z avec ce disque Z qui vont tous les deux se rapprocher vers la ligne ici de la ligne M, la zone d'accroche de la myosine. C'est donc bien ça et ça qui vont tous les deux avancer vers l'intérieur. Okay,
et qui vont donc réduire la taille du muscle. C'est ça la contraction musculaire.